Le président de l'association SOS Casamance. Avec lui, nous en saurons un peu plus sur la lutte indépendantiste qui a lieu dans cette partie du Sénégal. Monsieur Amadou Sylla est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, qu'en est-il de la lutte indépendantiste en Casamance aujourd'hui? Oui, la lutte indépendantiste, aujourd'hui, on ne parle pas d'indépendance. En tout cas, on parle de processus de paix et je crois que le vocable change d'une certaine manière aujourd'hui. Le vocable change parce que les réalités ont changé ou bien juste on a voulu faire plaisir aux rebelles? Non, c'est même pas ça. Mais je pense qu'après, c'est quand même une notion qui a beaucoup divisé l'opinion nationale sénégalaise, mais particulièrement les Casamancés. Et donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'accrochent effectivement à cette notion indépendantiste pour des raisons bien claires. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent aller en négociation, mais qui veulent effectivement partir avec un principe. Ce principe, en tout cas, de revendiquer l'indépendance et puis évoluer certainement vers d'autres considérations, en tout cas, beaucoup plus justes. Alors, c'est quoi le nœud du problème aujourd'hui? Alors, le nœud du problème, c'est que c'est une question qui s'est posée, ça n'a jamais été traité dans le fond. Ça a été toujours traité d'une certaine manière, donc par une certaine violence, par une certaine violation des droits, donc manque d'écoute, par une certaine appropriation de la question par une élite politique, par une élite militaire. Mais on est parti d'où? Tout est parti de quoi? Alors, tout est parti d'une manifestation, en tout cas pacifique, et qui a dégénéré par, n'est-ce pas, dans la violence, parce qu'une manifestation pacifique pour revendiquer, pour exprimer une opinion politique, et qui a été sauvagement réprimée à l'époque. Et donc, ça crée un sentiment de révolte au niveau des populations et de peur. Et donc, du coup, tout est parti de là, et progressivement a été constitué ce qu'on appelle le maquis. Donc cette branche armée du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, et puis qui s'est réfugiée dans la forêt. Donc si je comprends bien, ils se disent, les meneurs se disent, si on ne peut pas se faire entendre pour qu'on pense à nous, il vaut mieux se séparer du Sénégal, c'est ça? Oui, en fait, ce sentiment de non-appartenance à l'espace national sénégalais est dû tout simplement par le fait que la Casamance est une région qui est coupée en deux par un pays qui s'appelle la Gambie. Et donc, ce sentiment fait que c'est une seule histoire, parce qu'à l'époque, quand nous, on était enfants, on entendait souvent dire nos parents qui partaient à Dakar, qui disaient « je pars au Sénégal ». Donc, ça veut dire que déjà, dans la conception que ces gens avaient, c'était quand même deux entités différentes. Donc, géographiquement, déjà, voilà, tout à fait, cela se prête un peu. Voilà, cela se prête un peu, et puis à cela s'est ajouté effectivement la mauvaise politique, hein, en tout cas qui n'a pas beaucoup favorisé effectivement cette intégration territoriale, et qui à un moment donné effectivement avec aussi la politique d'injustice qui a été effectivement appliquée par certains gouverneurs à l'époque. Alors la revendication au départ? La revendication au départ, c'était en tout cas des litiges fonciers déjà, parce que beaucoup de gens se sentaient effectivement comment dirais-je, dépossédés de leurs terres. Il n'y avait pas de solution par rapport à toutes ces plaintes qui ont été formulées, parce que je me rappelle un peu des sorties de l'abbé Diamecoune Senghor, qui était le père, en tout cas le père spirituel de ce mouvement indépendantiste, qui disait effectivement qu'il y avait une injustice qui s'appliquait, qui était appliquée en tout cas à l'endroit des Casamancés, et qui demandait effectivement des réparations. Donc, de ces frustrations, parce que tout simplement les gens sont vus, comment dirais-je, dépossédés de leurs terres, avec une pratique un peu du genre qui donne le sentiment d'une colonisation wolof dans cette partie-là, et à un moment donné qui n'a pas pu effectivement contenir, et ça a dégénéré. Mais vous, au niveau de l'association SOS Casamance, est-ce que vous reconnaissez le bien fondé de ce combat? Alors, vous savez, le bien fondé de ce combat, je pense que moi je me sens foncièrement sénégalais. Ça, je le dis, je suis attaché effectivement aux valeurs de la République sénégalaise, et les membres de l'association que je dirige également le sont. Oui, mais donc, c'est juste là, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, être attaché au Sénégal, bon, oui, tout le monde est attaché à son pays. Oui, justement, mais sauf que la question de fond, c'est que il faut en tout cas un traitement équitable. Oui. Il faut un traitement équitable. Mais qui doit faire ce traitement équitable? C'est au niveau de l'État. C'est-à-dire c'est au niveau de l'État, c'est au niveau de ceux qui nous gouvernent, qui malheureusement, je pense que n'ont pas suffisamment cultivé ce sentiment nationaliste, qui était toujours resté dans cet héritage colonial, qui fait que le traitement que le colon avait effectivement de l'espace national, c'était, on ne pouvait pas accepter, en tout cas, qu'après l'indépendance, qu'on puisse effectivement se retrouver dans ce genre de traitement. Oui, mais selon vous, qu'est-ce qui a fait que les différentes médiations n'ont pas abouti? Alors, les différentes médiations n'ont pas abouti parce qu'il n'y avait pas de fondement juste
quelque part. Quand je parle de fondement juste, c'est-à-dire vous voulez en tout cas négocier avec des personnes, vous voulez négocier avec des populations, je crois qu'il y a toute une démarche à faire. Malheureusement, ça a été une affaire politico-militaire. C'était ça, en fait, le fond du problème. Donc, au lieu de dialogue, le pouvoir central oppose quand même la gâchette. Oui, il y avait ça, et puis il y avait le système, il y avait aussi ce système, c'est-à-dire cette pratique de la corruption qui a beaucoup pollué, effectivement, le processus de négociation et qui, à un moment donné, effectivement, n'arrangeait rien du tout. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas un seul interlocuteur au pouvoir central? Il y a plusieurs personnes qui se réclament leaders de ce mouvement, quand même. Mais ça, c'est la volonté de l'État du Sénégal. Parce que l'État du Sénégal n'a aucun intérêt, effectivement, que le mouvement-là s'unisse. Donc, il fallait diviser ce mouvement-là. Ça a été sa politique. Ils ont créé le Front Sud, ils ont créé le Front Nord, ils ont armé le Front Nord à l'époque, qui était avec Salif Sadio. Mais quand vous parlez de volonté de l'État sénégalais, est-ce que ce n'est pas un peu trop fort? L'intention, peut-être, était très bonne, mais la méthodologie n'a pas suivi, peut-être. Mais vous savez, c'est un mouvement qui ne s'est pas du tout constitué pour aller lutter contre l'indépendance, pour l'indépendance de la Casamance. C'est pas un mouvement qui s'est formé au départ, c'est un mouvement donc qui a été créé en cours, qui s'est créé en cours. Donc l'État du Sénégal en a profité effectivement de cette fragilité-là pour diviser foncièrement ce mouvement-là, parce que un mouvement uni, ça allait poser beaucoup plus de problèmes face à l'État du Sénégal. Donc cette fragilisation fait qu'aujourd'hui ce mouvement est dans un état assez critique en tout cas. Donc il n'y a pas un interlocuteur crédible aujourd'hui où on va dire voilà celui qui est porteur de ce mouvement et par conséquent on pourra entreprendre de vraies négociations avec lui. Oui, en fait il faut aussi reconnaître une chose. Ce mouvement-là n'a jamais été porté par l'ensemble des populations de Casamance. Ça, c'est d'abord. C'est un mouvement qui n'a jamais conquis un territoire en Casamance. Donc, c'est un mouvement aussi qui a excellé dans la violence d'une certaine manière. Donc, ce sentiment de méfiance des populations fait que ce mouvement se fragilise. Alors, de ce point de vue, je crois que ce qui serait effectivement important et judicieux, c'est de permettre effectivement aux populations de s'exprimer. Donner la parole au peuple, donner la parole aux habitants, aux populations, pour que ces populations-là puissent porter un certain nombre de revendications, un certain nombre en tout cas de préoccupations qui pourraient peut-être englober tout cela. Mais c'est une stratégie, hein, c'est une approche. Je crois que cette approche-là n'a pas été expérimentée et malheureusement on se retrouve dans une situation... Donc vous estimez qu'on ne donne pas suffisamment la parole aux populations? Le peuple n'est pas consulté dans cette affaire-là. C'est pour ça que nous, on a considéré qu'il fallait une conférence nationale sur la question. Malheureusement, ça n'a jamais été entendu. Et on continuera, mais il va falloir, à un moment donné, donner la parole au peuple. Mais aujourd'hui, à qui profite le bras de fer? Aujourd'hui, le bras de fer ne profite que, effectivement, ceux qui ont un certain nombre d'intérêts dans ce conflit-là. Quand on regarde bien, bon, il y a aujourd'hui le trafic de bois, il y a, comment dirais-je, les forces de sécurité qui sont là-bas, qui coûtent quand même de l'argent à l'État du Sénégal, au contribuable sénégalais. Tous ces gens-là, parce que l'armée a une logique, c'est une logique de guerre. L'armée ne se constitue pas pour faire la paix, c'est une logique de guerre. Donc, de ce point de vue-là, je crois que quand il y a une situation de cette nature-là, il ne faut pas se perdre la face, mais c'est effectivement, voilà, ça peut profiter effectivement à ces forces de sécurité, ça profite également aux forces politiques qui veulent aujourd'hui, en tout cas, être les parrains de ce mouvement-là. Mais vous disiez tout à l'heure qu'à l'origine du conflit, il y avait cette affaire domaniale, ce conflit de terre. Alors, qu'est-ce que c'est devenu cette vieille revendication? Alors, le problème, je crois que dans la dynamique, ça a beaucoup inspiré les politiques, en tout cas, se sont mises en place. Et récemment, j'en veux pour le référendum qui a été soumis au vote, qui effectivement avait intégré un certain nombre de questions, notamment ces questions foncières. Je crois que ça, c'est déjà un début de solution. Mais dans le temps, avec le temps, c'est vrai que on peut pas le régler d'un coup, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une vraie prise de conscience au niveau de l'élite politique, surtout notamment de l'État, et qui fait qu'on pense que peut-être on arrivera effectivement à des solutions dans ce doigt. L'autre raison que certains avancent, c'est la répartition des richesses, parce que apparemment la Casamance, c'est une zone quand même suffisamment riche. C'est une région riche, mais en fait avec des populations pauvres. Le mouvement casamançais est très vieux, les dirigeants sénégalais se suivent, le conflit est toujours là. On va étudier dans la seconde partie de cette émission quelle a été l'approche de chacun des dirigeants qui se sont succédés à la tête de ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui on se rapproche beaucoup plus du règlement de ce conflit ou bien on s'en écarte? C'est entre autres questions que nous allons poser dans la seconde partie de cette émission, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas. On revient dans quelques instants. Merci.